Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Première heure d'Europe 1 Soir avec Victor Hérault de Valeurs Actuelles. Bonsoir Victor. Bonsoir Pierre. Bonsoir à vous Joseph Massescaron. Bonsoir Pierre. Et bonsoir à notre invitée Béatrice Brugère. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1, première vice-procureure du tribunal judiciaire de Paris, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats FO. Et on peut lire votre livre, bien sûr, La colère qui monte, plaidoyer pour une refondation. C'est paru à l'Observatoire l'an dernier. Bruno Retailleau, qui était cet après-midi sur Europe 1, a souhaité mettre fin à la première excuse. Il appelle ça le premier tabassage gratuit, où les juges ne se prononcent pas, ou en tout cas laissent filer. Il demande tout de suite une sanction. Il demande également une nouvelle loi. On écoute le ministre de l'Intérieur. Sur le cas du jeune Elias, je pense qu'on doit prendre des décisions très rapides. Il faut inverser les choses, avoir une nouvelle politique pénale. On raisonne encore avec les jeunes mineurs, avec une politique pénale qui a été forgée il y a 80 ans, dans les années 45. Vous vous rendez compte ? Comme si les jeunes aujourd'hui étaient les mêmes que les jeunes d'hier. Et donc il y a une montée en violence et il faut impérativement que... C'est ça le principe d'autorité, c'est d'opposer une force proportionnelle, une force contraire proportionnelle à la violence. Eh bien là, on n'est plus du tout dans la proportionnalité. C'est la raison pour laquelle il faut renverser la table. Il faut revoir de fond en comble cette politique. Est-ce que c'est ça la solution, Béatrice Brugère ? Je ne peux être que d'accord avec le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau sur cette idée forte de revoir notre politique pénale, puisque moi-même je prône dans mon syndicat, et vous avez eu la gentillesse de le citer dans le livre, un plaidoyer pour une refondation de la justice. Et cette refondation, elle passe aussi par une autre philosophie, peut-être de l'approche pénale. Ce qui est intéressant dans ce que vient de dire le ministre de l'Intérieur, c'est finalement ce côté, la première fois, c'est un peu gratuit. Vous savez, c'est cette idée... c'est le droit à l'erreur comme aux impôts. Oui, c'est ça, on a un sursis, etc. Moi, je pense que sur le sujet des atteintes à l'intégrité physique, on ne peut pas, il n'y a pas de gratuité sur la première fois et il n'y a pas d'une chance. C'est-à-dire que si notre société ne signifie pas que les atteintes au corps, à l'intégrité, quelles qu'elles soient, elles peuvent être multiples, ça va des violences physiques, violences sexuelles, toutes les violences en vrai, ne sont pas sanctionnées de manière claire et nette, alors oui, on va d'une certaine façon alimenter une montée de la violence. Pourquoi ? Parce que la société ne signifie pas que ça, c'est une valeur fondamentale sur laquelle on ne passe pas. Donc c'est pas une question de sévérité, en vrai. C'est ça qui est intéressant. C'est une question de philosophie. Il n'y a pas... et alors toute notre philosophie pénale est sur le principe suivant, c'est que finalement la prison, alors je parle de la prison parce que c'est ça qui pourrait signifier qu'un acte est grave, la prison c'est vraiment l'ultime possibilité, et surtout chez les mineurs. C'est jamais la première porte d'entrée. Et surtout chez les mineurs. Et donc je pense qu'il faut tirer de cette affaire tragique qui est absolument horrible. Moi, je suis aussi une mère de famille qui a un enfant qui a le même âge. Je me mets nécessairement aussi à la place de cette famille. Même si on n'a pas d'enfant, je peux vous rassurer, on est très très marqué par l'absurdité et l'injustice de ce crime. C'est totalement inutile, gratuit, absurde, etc. Et peut-être ça aurait pu être évité. C'est surtout ça. Eh bien, il faut absolument qu'on prenne conscience que sur certains faits, il faut avoir une réponse qui soit d'abord rapide et proportionnée. Donc, c'est pas un problème de sévérité, c'est un problème de contenu de la réponse. Est-ce que c'est vrai que certains juges ne mettent pas en prison parce qu'ils disent de toute façon, il n'y a pas assez de place de prison, donc c'est pas la peine? Pour les mineurs, c'est pas un sujet. Il n'y a pas de surpopulation pour les mineurs, donc c'est pas le sujet, les mineurs. Il y a un problème parfois de place dans ce qu'on appelle les centres éducatifs fermés. Vous savez, les CEF, qui sont d'ailleurs pas si fermés que ça, parce que on peut en sortir assez facilement. Donc la question de la surpopulation des mineurs n'est pas un sujet. En vrai. Mais plus globalement, c'est vraiment une question de philosophie et de politique pénale sur lequel il faudra revenir. Et c'est vrai que c'est pour ça que nous, on propose de changer complètement. Nous, c'est votre syndicat. Oui, pardon, mon syndicat depuis longtemps. Et il faut toujours attendre un fait un peu tragique pour que les sujets reviennent dans le débat. On propose d'aller plus vite et de changer notre approche de la sanction. Bruno Retailleau dit que le code pénal est désuet à l'endroit des mineurs. Oui. Parce que quelque chose a changé, puisque les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus les jeunes d'hier. Selon vous, qu'est-ce qui précisément a changé dans la nouvelle génération de jeunes que le droit n'a pas vu venir ?
Alors, il est désuet, mais il a été modifié et encore très récemment. Ça fait 45 fois ou 40 fois, plus 40 fois, qu'on modifie l'ordonnance de 45, qui est maintenant le code de justice pour mineurs. Donc, on peut pas dire qu'on a hérité de quelque chose qui a 50 ans. C'est pas vrai, puisqu'on n'arrête pas de le modifier. Donc, moi, j'irai un peu plus loin. C'est pas qu'il est désuet, c'est qu'il est à contresens parce qu'on s'est aveuglé sur la réalité criminelle. Et là-dessus, vous êtes d'accord avec le ministre de l'Intérieur qui a dit qu'il faut tout inverser? Oui, et pourquoi on est aveuglé? Et ça, Bruno Retailleau, qui est un ancien sénateur, connaît aussi la réponse. On a un rapport du Sénat. Pas sûr qu'il soit ancien sénateur, il est toujours sénateur. Non, mais disons qu'il est dans d'autres fonctions, vous avez raison de le reprendre. Mais il connaît ce rapport du Sénat qui est un rapport qui est pas si vieux, qui est sur la prévention justement de la violence sur les mineurs et de la récidive. Il dit, en fait, au ministère de la Justice, il n'y a pas de statistiques fiables. Il n'y a pas d'études criminologiques. Il n'y a pas d'études sociologiques. Il n'y a pas de commande publique. On se base sur quoi? Ce qui répond à cette question, c'est qu'en fait, comme on n'étudie pas, comme on ne veut pas savoir, eh bien, on ne peut pas répondre correctement. Mais on a quand même déjà des éléments de réponse qui sont en effet le rajeunissement et des formes de violence dont on reparlera peut-être. Joseph Massescaron. Je voudrais revenir sur un point, même si c'est pas directement le sujet, sur lequel est venu Pierre de Villeneuve sur la place dans les prisons. J'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'il est vrai que tous les juges de ce pays reçoivent chaque semaine un mail avec le taux de suroccupation des prisons de leur département? Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai que nous avons régulièrement, alors c'est pas tous les juges, mais ceux qui sont au pénal et qui sont concernés. Oui, ceux qui sont au pénal, bien sûr. Bien sûr. Non, mais c'est pour. C'est pas le juge aux affaires familiales. Non, en fait, ceux qui sont concernés par la possibilité de mettre en détention, c'est-à-dire les audiences correctionnelles, etc., reçoivent en effet, et c'est une forme de pression, mais c'est pas vu comme ça. C'est sûr que c'est une forme de pression. Bien alors sûr. Surtout qu'en plus, on me dit, je ne sais pas si c'est exact, que parfois c'est accompagné un peu après d'un mail complémentaire qui dit, je cite, alors là on n'a pas pu faire telle extraction ni appliquer telle décision parce que la prison était overbookée. Merci d'en tenir compte en correctionnel dans les prochains jours. Tout à fait. Est-ce que ça vous étonne ça? Parce que moi ça m'étonne. Alors, d'abord, c'est vrai qu'on a régulièrement ce genre d'alerte qui vient de la pénitentiaire, parce que eux sont en difficulté. De la pénitentiaire. Oui, c'est-à-dire c'est eux qui gèrent les prisons. Mais bien sûr, parce que eux sont en difficulté. Mais en fait, on va aller un peu plus loin si vous le voulez. En fait, quel est le problème? Le problème, c'est qu'on n'a pas construit de place de prison. Bien sûr. Donc, on va commencer par ça. Donc, quand Sébastien Chenu, ce matin, sur Europe 1, dit qu'il faut construire 100 000 places de plus. 100 000, je sais pas. Mais en tout cas, on est en sous-équipement carcéral. Du coup, ça induit quelque chose de pervers que vous venez de décrire, à mon goût en tout cas, qui est qu'on est obligé de finalement cibler ou calibrer une réponse pénale au regard des places qu'on aurait ou qu'on n'aurait pas, ce qui d'ailleurs est une inégalité sur le territoire, parce que si vous êtes dans un territoire, vous avez des places de prison, et si vous êtes sur un territoire, vous en avez pas, ça pourrait influencer la réponse pénale. C'est pas possible de fonctionner comme ça. On est bien sûr que nous on le conteste. Donc oui, c'est vrai, non, c'est pas bien. C'est même, il faut faire autrement. C'est même terrifiant de penser que ça puisse fonctionner ainsi. Ah mais on est les premiers à le dénoncer. Nous, je sais bien, vous êtes les premiers. Mais pourquoi? Et peut-être les seuls d'ailleurs. Je vais poser une question. Je vais poser une question et vous allez répondre juste après la pause, parce que la pause arrive et je vais me faire gronder. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que d'abord on construit pas plus de places de prison. Et je cite le chiffre de 100 000. Même vous, Béatrice Brugère, même vous, avec le livre que vous avez fait et le fait que vous vouliez que tout s'inverse, vous dites 100 000 peut-être pas là. Voilà, vous répondrez à cette question. Pourquoi diable ne construit-on pas plus de prisons et plus de places de prison en France? Vaste question, 19h26. On se retrouve après le rappel des titres de l'actualité avec Béatrice Brugère sur Europe 1. Tout de suite. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Retour sur le plateau d'Europe 1 Soir avec Béatrice Brugère, premier vice-procureur du tribunal judiciaire de Paris, secrétaire général du syndicat Unité Magistrats FO. On en était à compter les places de prison en France. 60 000 places de prison, 70 000 détenus. Combien de places de prison pour les jeunes, pour les mineurs? Alors, j'ai pas le chiffre du nombre de places de prison disponibles. J'ai le chiffre du nombre de mineurs qui sont en détention. On est à peu près sur 700 mineurs, dont plus de la moitié en fait sont en détention provisoire et les autres en exécution de peine. Donc en fait, c'est très. Donc on a 350 jeunes aujourd'hui en France qui exécutent leur peine en détention. Et alors attendez, parce que du coup, ce sont des maisons spécifiques
spécifiques, des maisons d'arrêt spécifiques pour les jeunes. C'est ce qu'on appelle des quartiers pour mineurs, en fait. Alors, on sait qu'il y a une surpopulation carcérale pour les adultes, donc je l'ai dit tout à l'heure, 70 000 pour 60 000. Est-ce qu'il y a une surpopulation carcérale pour ces mineurs délinquants? Non, c'est pas le problème. En vrai, aujourd'hui, la question de la détention... Il y a la place. Oui, il y a de la place et la vraie question en fait de la surpopulation majeure, c'est aussi notre politique pénale. C'est-à-dire que nous, ce que l'on dit, c'est que on a regardé ce qui se passait dans les pays du Nord, les démocraties du Nord, Allemagne, Luxembourg et tous les pays scandinaves. Eux, ils incarcèrent plus en détention et leurs prisons se vident. Donc, c'est même pas qu'un problème de place, c'est aussi un problème de politique pénale. Je m'explique. C'est-à-dire que nous, et c'est ce que disait Bruno Retailleau, on attend le plus longtemps possible avant d'incarcérer. Et donc, on prend un risque d'abord pénal, que le délinquant recommence, réitère. Mais surtout, on envoie un signal qui est assez négatif, qui est celui... C'est ce qui s'est passé précisément. C'est-à-dire que si les agresseurs d'Elias avaient été immédiatement, comme vous-même, vous le proposez, sanctionnés, Elias serait toujours en vie. Oui, parce qu'en plus, pour la justice des mineurs, ce qui n'est pas le cas pour la justice des majeurs, on a voté récemment une loi, une réforme qui impose la césure. Alors la césure, nous on était contre, parce que justement, on trouvait que c'était contre-productif et un contresens par rapport aux mineurs. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, qui est plus court qu'avant, on donne oui ou non, est-ce que le mineur est coupable ? Donc c'est une audience de culpabilité ou de relax. S'il est coupable, on lui dit, on se revoit dans 6 à 9 mois et on verra pour la sanction. Et donc en fait, c'est ce temps-là, ce laps de temps qui n'est pas tellement contenu. C'est-à-dire que là, vous voyez par exemple sur ce dossier-là, si vous avez affaire à des gens qui n'ont rien à faire, qui n'ont pas intégré la norme, qui sont ultra violents, eux, ils ressortent, ils disent, moi, je suis libre. Et on leur dit, ne vous rencontrez pas, ne faites rien ensemble. En fait, c'est même pas peur. Ça ne marche pas. Donc ça marche sur des gens qui ont déjà intégré un peu la loi et qui ont un peu peur de la police et de la justice, ça marche. Ces mineurs, on les revoit jamais. Mais c'est pour ça que sur ces mineurs qui sont ultra violents et ultra réitérants, il faut réadapter notre réponse et la césure n'est pas une bonne réponse. C'est pour ça qu'on propose des comparaisons immédiates pour les mineurs. Ce que disait Sébastien Chenu du RN ce matin sur Europe 1. Il faut faire en sorte que sacraliser les atteintes physiques dans notre droit. C'est-à-dire que vous touchez à quelqu'un physiquement, eh bien, vous irez en prison. Et donc, il faut revoir évidemment l'excuse de minorité, il faut revoir la majorité pénale. Ça, ce sont des choses sur lesquelles, j'allais dire, presque l'entièreté de la classe politique peut s'entendre, sauf l'extrême gauche qui trouvera toujours une raison de ne pas le faire. Sauf l'extrême gauche, sauf vous aussi, Béatrice Brugère. Non, mais je disais, en fait, on peut tout revoir, mais c'est non, pas... mais c'est un serpent de mer, l'excuse de minorité, on l'entend partout, tout le temps. Pourquoi ce n'est pas exact ? Je vais vous expliquer. L'excuse de minorité, on va vous dire, au lieu d'avoir 10 ans, vous avez 5 ans. Mais la question, c'est pas de savoir si vous avez 5 ou 10 ans, la question, c'est est-ce que vous allez avoir une vraie sanction ? Même de 2 mois, même d'1 an, même de 2 ans. C'est-à-dire que si on ne prononce pas de sanctions qui soient des vraies sanctions avec un contenu et qui fassent peur, vous pouvez... Donc c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs ? Non, mais c'est pas inintéressant parce que en fait, ce qui est intéressant, c'est pour les dossiers criminels. Pour les dossiers criminels, l'excuse de minorité, elle se pose vraiment quand vous avez des faits très graves. Or, aujourd'hui, elle est quasiment automatique. Donc, ce que nous, on dit pour l'excuse de minorité, inversons le processus. On ne peut pas l'enlever, c'est constitutionnel. Vous savez que les mineurs ne peuvent pas être jugés comme des majeurs. Mais n'en faisant pas quelque chose de quasi automatique, demandons aux magistrats de la motiver, voire de la surmotiver quand les faits sont très graves ou quand on en récidive. Donc en fait, on inverse, c'est-à-dire au lieu que ça soit quasiment acquis, ça se mérite, si je puis m'exprimer ainsi. C'est à la main du juge, en quelque sorte. Voilà. C'est toujours un peu à la main du juge, mais c'est quasiment automatique. Donc il faut renverser cette logique d'automaticité pour en faire quelque chose de possible, mais de très motivé. Parce que ce qu'il y a derrière comme question, c'est est-ce que l'âge de discernement ne doit pas être aussi l'âge de responsabilité ? Alors, il y a eu un débat là-dessus, il y a eu une commission Varinard, c'était sous Nicole Belloubet, on a fini par dire que c'était 13 ans l'âge de discernement. Il y a d'autres pays qui sont à 10 ans, il y a d'autres pays qui sont à 11 ans. On pourrait tout à fait remettre dans le débat... on peut redescendre à 10 ou 11 ans. Oui, non, mais c'est vrai que cet âge de 13 ans... Vous dites oui et non, alors on ne sait plus si c'est oui ou si c'est non. Excusez-moi. Oui, on pourrait redescendre plus bas, évidemment, mais cet âge de 13 ans ne semble pas correspondre
s'attendre à une forme de violence où vous avez des mineurs qui à 13 ans, à 12 ans, font déjà des choses très très graves. Mais il y a des tueurs à gages aujourd'hui. Exactement. De 13 ans. De 13 ans. Ouais. C'est-à-dire que les réseaux criminels... Rarement de 10 ou 11 ans. Oui. Mais de 13 ans. Non, mais les réseaux criminels utilisent cet âge limite pour justement dire vous pouvez faire des choses très graves parce que vous ne risquez quasiment rien, puisqu'on a une présomption, en effet, en dessous de 13 ans, d'irresponsabilité. Une présomption simple, quand même, qui n'est pas irréfragable. Victor moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on mette, l'accent sur l'âge plutôt que sur l'acte. Effectivement, si des trafiquants ou autres, un réseau utilise justement cette notion de l'âge pour dire, écoutez, on va contourner la loi en engageant de très jeunes adolescents, voire enfants, pour commettre les actes pour lesquels ils seraient moins punis qu'un autre, effectivement, ça n'a aucun sens. Donc, pourquoi ne pas simplement se focaliser sur l'acte en tant que tel et non pas sur l'âge? Oui, alors on peut revoir en effet l'âge du discernement, vous avez tout à fait raison, surtout qu'en dessous de 13 ans, on peut mettre que des mesures éducatives. On ne peut pas mettre de sanctions, aucune. Donc ça pose un vrai sujet. Moi, je suis tout à fait ouvert au débat de ce côté-là. Est-ce qu'elles servent à quelque chose, ces mesures éducatives? Parce qu'on entend beaucoup parler dans l'affaire Elias. Est-ce qu'elles servent à quelque chose concrètement, je veux dire? Alors, moi, je vais vous répondre là pour le coup, et c'est un sujet général, mais c'est pas une façon de pas répondre. On a un manque de moyens et de suivi dans la justice des mineurs. Vous avez 500 magistrats pour plus de 200 000 mineurs en assistance éducative et plus de 100 000 mineurs. Il en faudrait combien au pénal. pour que ça marche? Il en faudrait beaucoup plus. Tu sais quoi, beaucoup plus? Je suis pas en capacité de donner un chiffre parce que ça, non, je suis pas en capacité de vous le chiffrer comme ça, mais ce que 2 fois plus, 3 fois plus. Oui, sans doute, et surtout derrière, on a la PJJ qui a aussi la protection judiciaire de la jeunesse qui prend en charge les mineurs délinquants, mais vous avez aussi un effondrement de l'assistance éducative. On a plein de rapports là-dessus. Donc, si vous voulez, les deux versants. Vous mettez ça quand même, Béatrice Brugère, sur le manque de moyens, ou est-ce que vous mettez ça aussi sur le logiciel des juges? Parce que quand on parle, par exemple, à un ancien magistrat comme Georges Fenech, qui vient très souvent ici même sur Europe 1 et chez nos amis de CNews, il dit que après Badinter, il y a eu quand même un changement de logiciel, qu'on n'enseigne plus la justice de la même manière, que les juges n'ont pas cette idée de faire une peine exécutive ou une peine qui puisse marquer dès le début. Le fameux premier tabassage dont parle Bruno Retailleau aujourd'hui. Est-ce que vous, qui côtoyez les juges, je déteste faire des globalisations, mais d'une manière générale, comment pense un juge aujourd'hui? Alors, moi je pense qu'on a les deux. On a la problématique des moyens et on a la problématique de la philosophie pénale, de l'enseignement et de la manière dont on enseigne aujourd'hui l'exécution des peines. Mais moi je dirais simplement une chose. Qui vote les lois? Les députés. Qui finance les moyens? Le gouvernement. Donc à un moment donné, c'est bien facile aussi de dire c'est les magistrats. D'abord, tous les magistrats ne sont pas dans cette logique, mais la loi ne vous permet pas, et je termine là-dessus, 1, de prononcer des très courtes peines, 2, de mettre en détention, sauf si c'est des faits extrêmement graves. Donc peu importe le logiciel du juge. Oui, la loi déjà ne le permet pas. Donc déjà, commençons aussi par ça. Voilà. Merci beaucoup Béatrice Brugère. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, La colère qui monte, plaidoyer pour une refondation, c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous. Dans un instant, on se retrouve avec Joseph et Victor pour commenter l'actualité. Puis n'oubliez pas Alexandre Lemaire, parce que lui, il se lève tôt avec une bonne partie de la rédaction d'Europe 1. Dès 5h, Europe 1 bonjour, le premier tour complet de l'actualité, météo, revue de presse, pronostic hippique, les prescriptions culture, Europe 1 bonjour, 5h, 7h, 2 heures d'information pour bien commencer la journée sur Europe 1. À tout de suite.